Carla Talop qui affiche les photos de son fœtus décédé pour le buzz. Maëva Martinez qui va raconter en interview qu'elle a pratiqué 8 avortements. Chana Cress, l'avorteuse de service, a véritablement déclenché quelque chose de très sale chez les influx débiles de télé-réalité. Je vous avais prédit ça il y a déjà plusieurs mois, dès le premier live où Chana, elle a commencé à parler de, la façon dont elle a mis fin au jour de l'un de ses jumeaux parce il souffrait de trisomie et qu'elle a raconté qu'elle avait pratiqué 7 avortements, oh non 8 avortements, non 7 avortements à l'époque. Je vous avais dit que vous verrez Chana en faisant ça, elle va déclencher quelque chose de très sale. Il y a beaucoup d'influenceuses, vu le buzz que ça lui a donné, vu le nombre de placements de produits que ça lui a permis d'obtenir, vu l'argent qu'elle a gagné par rapport à ça et les vues YouTube et la notoriété qui était, parce que je tiens à préciser que la visibilité et la notoriété de Chana étaient en berne, hein. Plus personne l'a calculé, malgré son couple-là, personne calculait Chana et son mec. Dès qu'elle a commencé à raconter ces histoires d'avortement-là, elle s'est fait un beurre pas possible. Et je vous avais prédit, les filles, que vous verrez que beaucoup d'influenceuses de TVR vont vouloir faire la même chose qu'elle pour avoir les mêmes vues, les mêmes likes, la même YouTube monnaie. Là, on entre vraiment dans tout ce qu'il y a de plus sombre, dégueulasse. Pour moi, il y a pas de mots pour décrire cette ignominie, franchement. Et encore une fois, comme d'habitude, ma prophétie s'est accomplie. Maintenant, après Chana Cress, c'est au tour de Maëva Martinez. Ça, on me l'a appris hier, hein. C'est hier qu'une de mes abonnés m'a appris ça. Après, Maëva Martinez qui est venue raconter qu'elle a pratiqué 8 avortements. Ouais, parce que c'est un concours, hein, attention. Dans une interview donnée à Gossip Room. Maintenant, on en vient à Carla Talop, la petite amie ou je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle est du frère de Sebidadi, comment il s'appelle celui-là encore, je ne sais même pas comment il s'appelle, qui vient raconter que oui, elle s'est fait faire des injections au FIAC pour avoir un FIAC de femme Renoir. Et puis après ça, ben en fait, elle était enceinte. Et puis du coup, elle a eu une infection. Et puis du coup, elle a perdu son bébé de 1 mois. Et puis finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche des photos d'un fœtus décédé pour le buzz. Voilà, c'est avortement challenge. C'est une dinguerie ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec ces meufs-là. Et vous allez voir, et comme toujours ce que je dis finit toujours par se réaliser, ça commence avec les filles de télé-réalité, ça va finir avec les tiktokeuses. Non, ça va continuer avec les tiktokeuses pour finir avec les youtubeuses. Vous allez voir, hein, maintenant, vous allez avoir des filles lambda qui ne sont pas connues, qui vont commencer à faire des TikTok. Ah, TikTok, mon avortement. TikTok, j'ai pratiqué 11 avortements. J'ai pratiqué 15 avortements. Oh là là, j'ai pratiqué un avortement au 9e mois. Vous allez voir. Maintenant, ça utilise des fœtus morts pour faire le buzz. Et ça se prétend mère. Ça utilise son nom. Normalement, un truc qui fait partie de l'intimité d'une femme. C'est la pire chose qui est censée arriver à une femme, c'est de perdre son enfant. Quand elle l'a désiré, bien évidemment. Ce n'est pas une fierté. Mais maintenant, elles en font un motif de fierté. L'avortement challenge. Rien ne va plus. Alors après, cette histoire de stage de drag queen pour des enfants de 11 ans ici en France qui est en train de démarrer, on en vient maintenant aux avorteuses en série qui viennent faire des tutos avortement. Merci Sirius pour ton don. Qui viennent faire des tutos avortement, qui viennent clamer haut et fort la fierté. Non mais attends, mais il s'agit d'êtres humains. Je vous rappelle encore une fois de plus, je ne suis pas contre l'avortement. Pour moi, une femme doit avoir le choix. C'est son corps, c'est elle qui va supporter les souffrances et toutes les contraintes qui viendront avec, qu'elles soient financières, sociales et tout ça. Elle doit avoir le choix parce qu'un enfant, c'est une très lourde responsabilité. Qu'on ne se ment pas, ça change ta vie. Au moins pendant les 11, si tu as bien éduqué ton enfant, les 11 premières années de ta vie, tu vas en baver. Donc, tu as le droit de choisir. Mais attends, mais c'est pas une fierté non plus.
Non, mais on arrive vraiment au déclin de la société, au déclin d'une civilisation. Quand des mères, des femmes, après, ils vont venir dire, ah ouais, on doit respecter les femmes, c'est des princesses. Non, 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 non. Les personnes qui se comportent comme ça ne sont ni des femmes, ni des êtres humains. Et le karma se chargera de leur cas. Ça, c'est pas un problème. Chouïa, chouïa, doucement, doucement. Voilà. Et moi, je me dis à un moment donné, à quel moment les abonnés de ces femmes-là vont se réveiller? Parce que comme moi, j'ai lu les commentaires, c'était à vomir. Je me suis dit, mais attends, en plus, tu as des gens qui sont là, ah, pauvre Chiara, ah, vous vous rendez pas compte ce qu'elle vit, c'est quelle souffrance, la pauvre. Mais jusqu'à quand vous allez être bête? Il est où mon tonton là? Jusqu'à quand, Seigneur, vous allez être bête comme ça? C'est pas possible. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Non, mais moi, je dis au bout d'un moment, il s'agirait que Jésus revienne et qu'on en finisse. Hein. Si c'est vraiment vrai qu'il va arriver, ouais, qu'on arrête ça. C'est bon, qu'on fasse un big reset parce que là, c'est trop. Quoi. Quand tu as des femmes qui se gargarisent et qui affichent leur bébé. Non, non. Mais là, après d'être là, vous allez critiquer les hommes. Mais vous ne valez pas mieux qu'eux. Vous ne valez pas mieux qu'eux. Et leurs abonnés qui sont là, qui se font encore avoir. Alors, Carla Talop, bien évidemment, c'est un fake, c'est des foutaises. C'est tellement gros, c'est gros comme le nez au milieu du visage que c'est des foutaises, hein, ce qu'elle raconte. Elle n'a pas du tout perdu d'enfant et pense même qu'elle n'a jamais été enceinte. Mais que ce soit fake ou que ce soit réel, ça reste glauque. Non, mais l'heure est grave, les chéris. L'heure est très, très grave. L'heure est plus que grave, les peuples de Dieu. L'heure a sonné, l'heure a sonné. Les Aïs aux Aïrois d'abord. Non, non, je vais l'appeler Carla Talop parce qu'elle porte bien ce nom-là. Talop. Vous savez, Talop, là, Alop, c'est la fin d'un gros mot. Hein. Ça lui va très bien. Je garde ça. Je sais que c'est Carla Talon. Je m'en fous. Je vais l'appeler Carla Talop. Parce que, vous savez, c'est... comment dire ça? Joindre son prénom à cette insulte, que je ne peux pas dire sur YouTube, ça lui va parfaitement bien. Donc, je vais garder Carla Talop. Je le fais exprès, hein. Je sais que c'est talon, je n'en ai rien à cirer. Alors, cette info, je l'ai découverte sur Twitter. Cette fille, je ne la connais pas. Je ne sais pas qui elle est, je ne la connaissais pas. J'ai découvert son existence sur Twitter parce que je suis un blog qui est très, très, très bien documenté et que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je la salue au passage. Des fois, on discute beaucoup sur Twitter, elle et moi. C'est Boule de Kefta. Boule de Kefta, c'est un compte Twitter qui est très intéressant, beaucoup d'informations intéressantes qu'elle publie. Et sur le compte de Boule de Kefta, que je salue d'ailleurs au passage, que je vois cette histoire de oui, il y a un flux débile qui est venu publier les photos de son bébé décédé. Je dis, mais quoi, attends, mais c'est quoi cette histoire? C'est encore qui ça? Et là, je demande plus d'informations. Et c'est là qu'on me dit que c'est une certaine Carla Talon, la copine de Sebidadi ou je ne sais pas quoi. Donc, je vais regarder les trucs, je vais chercher les infos. Mais je dis, mais attends, mais là, on a touché le fond du panier. Non, je pense qu'on peut creuser encore plus bas. Vous savez, tout ça, c'est à cause de Booba. Hein. Booba les a tellement mis au chômage là-bas que voilà où on en est aujourd'hui. Bref, mes chéris, ce live-là, il est en privé. Désolé la team gratuité. J'aurais tellement kiffé vous faire plaisir. Mais malheureusement, YouTube ne me laisse pas le choix. OK? Donc, ce live, je vais devoir le mettre en privé le temps que YouTube prenne la décision de monétiser ou pas une de ces vidéos, voire les deux. En attendant, je tiens à rappeler à la team citoise qui sont sur mon site internet qu'elles ont reçu par email le lien qui leur permet d'assister à ce live-là. Voilà. Et le replay du live, sauf si j'oublie parce qu'il y a pas mal de replays que je dois mettre sur le site, sera disponible sur mon site internet normalement dans la journée. En ce moment, j'ai une journée assez... j'ai des journées assez épicées. Voilà, je sors pas mal et tout. Donc, du coup, entre le boulot et mes sorties avec les copines, des fois, je perds la mémoire. Donc, voilà. N'hésitez pas à me rappeler, hein, les filles. Des fois, je peux oublier de poster les replays sur mon site. Donc, n'hésitez pas à me le rappeler si j'ai oublié de poster le replay. Coucou à Faf, coucou à la team YouTube, au Ubist, coucou Kenji. Les citoises, vous êtes là ou pas? Dites-le moi.
L'heure est plus que grave. Non, mais vraiment, là, je pense que c'est bon. À quel moment Dieu, combien de temps Dieu il va attendre avant d'appuyer sur le bouton? C'est la question que je me pose. Jusqu'où l'être humain doit aller pour qu'il appuie sur le bouton? Je comprends pas. Donc, mes chéris, je vous fais la team gratuité, je vous fais des gros bisous. Je rappelle que sur ma chaîne Aurore Paranormal, donc le BCS Aurore, j'ai posté du contenu là-bas. Voilà, j'ai posté l'histoire d'une youtubeuse qui s'appelle Linette. Elle est toute mignonne, d'origine maghrébine. C'est un petit cœur. Mais la pauvre, elle raconte sa story time. En fait, elle a été victime d'un phénomène paranormal. Un jour, elle s'est réveillée, elle avait plein de henné sur ses vêtements et sur ses doigts et même sur ses pieds. Et vous savez qu'on dit souvent que le henné, c'est un signe de possession démoniaque. C'est le signe qu'un démon vous marque pour ensuite vous posséder. Et c'est souvent des djinns amoureux ou des maris de nuit, ou appelez ça des incubes ou des succubes selon votre culture, votre religion. L'histoire, elle est très intéressante. Nous ferons encore, je posterai encore un contenu sur ma chaîne Horreur. C'est la story time d'une femme qui a acheté un appartement hanté. Voilà, c'est une story time que j'ai trouvée, que je trouve assez intéressante. Donc, cette story time-là, sur l'appartement hanté, dans l'appartement, elle a trouvé une valise. Et cette valise contenait un objet, un talisman, qui a hanté toute la maison. OK? Salut Anaë. Cette youtubeuse a sorti une nouvelle vidéo où elle explique pourquoi elle a fui à l'étranger. D'accord, ok. Bon, mes chéris, bisous à la team gratuité. La prochaine vidéo insolite, ce sera sur une mère. C'est une fille, en fait, qui va réussir à se venger de sa mère hyper toxique. La fille, en fait, cette fille-là, sa maman, elle est hyper jalouse de sa fille. Elle veut même la jeter à la rue parce qu'elle est jalouse de sa propre fille. Et sa fille a réussi à se venger de sa mère toxique. Donc ça, on va faire un live réaction sur ce reportage. Je pense que tout a été dit. Bonne Saint-Valentin encore une fois, même si voilà, c'est passé il y a 2 jours. Et maintenant, on va se mettre, voilà, on va se mettre. Tac, tac. Pour les personnes, attendez, hop, on va mettre d'abord le jingle. Hop là, le petit jingle des familles qui fait plaisir. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Petit disclaimer, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la team du thé à chaud, n'hésitez pas à vous abonner en devenant membre en cliquant sur le lien en commentaire épinglé ou en barre de la vidéo ou en commentaire sous la vidéo. Parce que boire le thé à froid, là, tiède, ça n'a pas le même goût que le boire à chaud. Hein. Voilà, donc si vous voulez assister à tous mes directs, que ce soit vidéo insolite, réaction, boire le thé des influx débiles de télé-réalité, hop, ma chaîne YouTube ou devenez citoise, membre sur mon site internet pour avoir accès au replay. Voilà, allez, parenthèse fermée. Passons maintenant aux choses sérieuses. Hop là. Hop, punaise. Ah, les allergies, c'est mauvais. Hein. Les allergies, c'est très mauvais. Attendez, hop. J'ai pas fermé la bonne page sur YouTube. On va commencer avec l'affaire Maïva Martinez. Ça, ce sera plutôt un live réaction. Et ensuite, on passera à l'affaire de Carla Talop, qui porte bien son surnom. Voilà, hop. On garde le pire pour la fin. Là, je ne peux pas dire le meilleur, parce qu'il n'y a rien de bien dans cette histoire. C'est sale. C'est bresson, comme disent les jeunes. Ah, bon. Salut Anan. Boule de Kefta, c'est ma copine. Ok.
Alors, mes chéris, on va passer à l'affaire d'abord Maïva Martinez, OK? Parce que je veux, garder l'affaire, Carla machin là, Carla sorcière, pour la fin. Alors, Maïva Martinez, ce sera donc, comme je vous ai dit, un live réaction parce qu'en fait, je réagis à une interview qu'elle a donnée où elle raconte qu'elle a pratiqué 8 avortements dans sa vie, où elle raconte également, son histoire de dépression, après son accouchement, après avoir accouché de sa fille. Elle a fait 2 interviews. Une où elle raconte sa dépression après avoir accouché de sa fille et l'autre qu'elle a fait un peu plus tard il y a quelques mois de ça pour dire aux gens que oui, elle a pratiqué, 8 avortements. Est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Non, mais bon, il fallait qu'elle le dise, hein, c'était primordial. C'était très important. Allez, on y va, c'est parti. J'ai pas écouté toute l'interview. C'est une abonnée qui m'a, comme je vous ai dit, hein, qui m'a tenue informée de cette interview. Elle m'a dit: «Oui, maman, est-ce que tu es au courant que, Maïva Martinez, elle aussi, elle a fait une Shana challenge. Elle a balancé que oui, elle a pratiqué 8 avortements». J'ai dit: «C'est quoi cette histoire?» Je suis allée faire mes recherches, je suis tombée sur l'interview de Gossip Room. Allez, on y va. Et j'étais fatiguée, je dormais pas, et cetera, et je voulais qu'il arrête de pleurer, quoi. Donc je le berçais, et en fait, une pensée me traverse l'esprit, et je me regarde dans le miroir après, je me reconnais pas, tellement fatiguée, et je me mets à pleurer, quoi. Je me dis: «Mais je suis horrible», et tu as l'impression d'être folle. Ça venait à tout moment. Bah non, mais ça venait en fait, voilà, dès que je montais les escaliers, je le voyais tomber. Te voir, le serrer, trop fort, te voir le voilà, le repousser. Quand j'apprends que je suis enceinte, c'est, je le sais que je le sais, je sais pas, je suis tombée plusieurs fois enceinte. J'ai, malheureusement, 8 avortements et 2 fausses couches. Je suis très fertile. Heu, j'ai Et encore les histoires d'hyperfertilité. 8 avortements et je suis très fertile. Vous avez vu? Comme Shana. «Ah mais c'est pas de ma faute, je suis hyper fertile». Les capotes, ça existe. La pilule, ça existe. Si tu aimes pas la pilule et tu aimes pas les capotes, il y a également le stérilet, c'est très efficace. Si tu as pas envie de prendre du poids avec le stérilet aux hormones, il y a le stérilet au cuivre qui est sans hormones et qui est un spermicide très efficace, qui peut même être il est tellement efficace qu'après 5 jours, il peut être encore utilisé comme procédé d'avortement. Ça, c'est, une information que peu de femmes savent. Arrêtez avec vos histoires de «je suis hyper fertile». Ça peut arriver des accidents, ça, il y a pas de problème, mais 8 fois, c'est que tu es inconsciente. C'est que tu es inconsciente. Tu te protèges jamais. C'est pas que tu te protèges, occasionnellement ou du moins des fois tu oublies ta non, tu te protèges jamais. Et le même et vous remarquez que c'est le même nombre que Shana et la même excuse que Shana: «Ah, je suis hyper fertile». Les femmes sont fertiles en général, sauf problème de, de stérilité. Les femmes sont fertiles. Toute femme est capable de tomber enceinte. L'excuse de: «Je suis hyper fertile», la même que Shana en plus. Je vous avais dit que Shana, elle allait déclencher un truc. Maintenant, elles vont toutes faire des interviews misérabilistes pour venir se faire plaindre, avoir de la visibilité, avoir l'argent des pleurs, comme disait, Sadek, l'argent des larmes. Challenge avortement, quoi. C'est un truc de fou. essayé beaucoup de moyens de contraception, et cetera, mais bon, voilà. J'ai jamais, j'ai jamais ressenti à ce moment-là, enfin, je savais que c'était mon bébé, que ça allait être mon bébé, quoi. J'ai pas il y avait rien d'autre qui était envisageable pour moi. J'étais trop heureuse, et quand j'ai accouché, bah, déjà, c'est bizarre parce qu'en fait, ça faisait tellement j'attendais tellement d'accoucher, je voulais tellement mon bébé, je l'aimais tellement, et lors de l'accouchement, déjà, ça a été très long. J'étais très fatiguée, ça faisait 48 heures que j'avais pas dormi, 48 heures que je faisais des contractions, 21 heures que c'était contractions plus et 1 heure que j'étais sur la poussée, et vraiment, j'ai beaucoup souffert quand même. Puis la péridurale a pas bien fonctionné, elle a fonctionné sur un côté, enfin,
Et il est sorti tout violet. J'ai l'impression que c'était j'ai l'impression qu'il était, quoi. Il était vraiment violet. En fait, j'ai l'impression elles savent tellement plus comment faire le buzz, comment se faire de l'argent. Elles ont commencé d'abord à exploiter leurs enfants nés, vivants et viables. Ça a commencé à faire parler. Elles peuvent plus trop le faire depuis que Booba est passé par là et que des blogueurs aussi comme moi ont dénoncé ça. Je crois que j'étais la première blogueuse à dénoncer ça et après il y en a d'autres qui ont dénoncé ça, le fait qu'elles instrumentalisent leurs enfants pour de l'argent. Comme ça maintenant, eh bien, les gens trouvent que c'est trop glauque et elles peuvent plus le faire parce qu'en plus, il y a maintenant une loi qui vient d'être votée par le parlement français qui va réguler l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Elles peuvent plus faire ce qu'elles veulent avec leurs enfants maintenant. Eh ben maintenant, elles se sont dit: «Qu'est-ce que je peux inventer maintenant pour faire du buzz et me faire du flouze? Et en plus de ça, avoir l'argent des larmes et de l'harnouna. Eh ben tiens, je vais capitaliser sur mon bébé décédé». Eh ben voilà. Ça encore, c'est pas interdit par la loi. Et quand elles pourront plus faire ça, parce qu'au bout d'un moment, et j'ose l'espérer, leurs abonnés vont commencer à ouvrir les yeux et se rendre compte que ce qui se passe est quand même très grave et vont commencer à leur reprocher, comme c'est le cas de Shanna, eh ben, elles vont trouver quoi cette fois-ci? Ça va être quoi le prochain? C'est quoi la prochaine étape? Après l'exploitation de leur bébé décédé, c'est quoi la prochaine étape? Ces femmes n'ont aucune limite. Alors là, elle dit: «Oui, mon travail a duré 48 heures». Oui, beh, comme toutes les nanas, hein, là, toutes les mères, hein, voilà, ma chérie, jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Un hématome géant, et tout ballottant, c'était bizarre. Je sais pas, ce que j'ai ressenti. J'étais complètement, submergée, envahie par plein d'émotions, par beaucoup de peur, du soulagement parce que ça y est, je l'avais, ça me faisait mal. J'ai cru que j'allais hein, sur la table, d'accouchement et j'ai d'un seul coup été stressée parce que d'un seul coup, je me suis dit: «Mais en fait, c'est à moi, je vais faire comment maintenant?» En fait, au moment où j'accouche, je comprends que je vais être maman et que c'est à jamais, quoi. Et je suis prise de peur, d'angoisse, heu, d'amour, mais un amour, je le ressens pas tout de suite comme un amour, je le ressens comme un amour si intense que c'était sacrificiel et que j'allais jamais pouvoir me décharger de cette charge mentale de surplus d'amour. Enfin, Alors, l'amour sacrificiel, charge mentale, enfin tout c'est toujours très poétique, comment elles pa ces femmes-là ont toujours une façon très poétique de parler de leurs enfants. Il y a des femmes, et ça, on en parle de plus en plus, il y a des femmes qui n'ont pas la fibre maternelle, ou du moins qui ne ressentent pas vraiment de l'attachement pour leur enfant dans l'immédiat. Ça arrive. Souvent, comme je le dis et comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes lives, ce sont des femmes qui n'ont pas procréé en étant totalement consentantes ou du moins en désirant totalement leur enfant. Ce genre de choses-là, ça arrive souvent quand tu as pas vraiment désiré l'enfant. Quand l'enfant, tu l'as ou alors quand tu as fait l'enfant pour de mauvaises raisons. Tu l'as fait pour comme ces filles de télé-réalité là, pour faire comme les copines et avoir des vues et des comptes Instagram pour ton enfant, ou quand tu l'as fait pour garder ton homme, quand tu as fait l'enfant pour bloquer l'homme, quand tu as fait l'enfant pour satisfaire ta belle famille, quand tu as fait l'enfant pour plaire à la société, quand tu n'as pas fait l'enfant parce que tu le désires profondément, c'est ça qui se produit très souvent. Quand l'enfant naît, tu tu te demandes, déjà tu le considères comme une charge, le mot qu'elle emploie est très lourd, hein, comme une charge, tu as du mal à créer du lien, tu peux même aller jusqu'à le rejeter, ça peut durer plus ou moins longtemps si la femme elle est suivie. Donc si ça vous arrive, posez-vous les bonnes questions, faites-vous une introspection, demandez-vous: «Pourquoi j'ai fait cet enfant, en fait?» Là, ne vous mentez pas. Je sais que les femmes, elles adorent se mentir à elles-mêmes, elles adorent se VI, elles adorent se vendre des illusions. Posez-vous, restez calme dans un coin de votre chambre, sans bruit, sans votre mec à côté, sans bruit parasite ni personne parasite et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'ai fait cet enfant? Et là, vous comprendrez mieux votre réaction vis-à-vis de lui. Parce que je vous ai dit, c'est très important de désirer l'enfant parce qu'en face, c'est un être humain qui a des sentiments, qui a besoin d'amour, qui a besoin de l'amour de sa mère, qui a besoin de se sentir aimé, valorisé. Si vous ne pouvez pas lui apporter ça, essayez de vous faire aider. Sinon, l'enfant va beaucoup souffrir de ça.
Et il y a beaucoup de nos mères à l'époque où la psychologie n'était pas encore démocratisée comme maintenant. Et c'est le même cas en Afrique. Il y a beaucoup de mamans africaines qui rejettent leurs enfants. On dit que ce sont des sorcières, qu'elles sont possédées, qu'elles sont le diable. En fait, non, ce sont des femmes qui souffrent de dépression et qui rejettent leurs gosses parce qu'elles ne l'ont pas fait pour elles. Elles l'ont fait pour leur mari, pour la famille, pour la belle famille. Et beaucoup de femmes se retrouvent en Afrique engrossées contre leur volonté. Et c'est normal qu'à bout d'un moment, ils commencent à avoir ce genre de dégâts psychologiques. Donc, n'hésitez pas vraiment à consulter. Et c'est ça que je trouve, non, là, c'est en train de se faire. J'ai vu qu'il y a un mouvement de femmes qui sont en train de euh, mettre en place quelque chose de très important en Afrique, c'est la démocratisation de la psychologie, de l'étude psychologique. Elles encouragent beaucoup de femmes africaines à aller consulter parce que c'est très important. J'étais dans l'hypervigilance. Au final, j'ai pas pu ressentir mon amour correctement. J'ai pas pu ressentir mes bons sentiments que j'avais au fond de moi parce que j'étais submergée par tous les mauvais, par toute la peur, le stress, la charge mentale, et c'est dommage et ça a été très dur. Le retour à la maison, il est un peu, compliqué. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression d'être complètement perdue à ce moment-là, de retrouver une maison qui est qui est grande, de pas savoir où le mettre, de pas savoir quoi faire. Heu, j'ai l'impression d'être, je marche et c'est à la minute à la minute. C'est même pas au jour le jour, c'est à la minute à la minute. Je sais absolument pas quoi faire. Et il faut dire aussi que Maëva Martinez, on a affaire à une personne qui a un sacré passif psychologique. Elle est très instable. Comme toutes ces filles de télé-réalité, et la plupart d'entre elles, ce sont des enfarinées. Elles continuent la farine en étant enceintes et elles prennent encore de la farine après avoir accouché. Ce sont des femmes qui sont assez immatures, qui ont un développement psychologique qui en est resté au stade de l'adolescence. Donc, ce sont des gamines désaxées, enfarinées, qui font des enfants. C'est pour ça qu'elles font tout ce qu'elles sont en train de faire. Ces femmes ne sont pas normales. Elles ont un problème dans leur tête. Et avant de faire des enfants, elles auraient dû d'abord faire la démarche de consulter, de régler leurs problèmes avant de faire un enfant. Parce que sinon, on sait comment ça va finir, les enfants stars, là. Surtout quand ce sont des enfants d'un people qui n'a pas réglé ses propres problèmes. On sait comment ces enfants souffrent et comment ils finissent. Ça finit avec des TS, ça finit avec des procès, ça finit avec des enfants qui sont ruinés, tant financièrement que psychologiquement. Ça finit avec des enfants qui prennent de la farine. Les enfants stars, on sait comment ça finit, quand leurs parents n'ont pas réglé leurs problèmes. Et je pense que Maëva, elle aurait dû faire ça. Et une solution que je vous donne par rapport à ce que Maëva, elle explique, elle dit: «Oui, je ne savais pas quoi en faire. Une fois rentrée chez moi, j'étais complètement perdue». Avant que votre enfant naisse, vous avez 9 mois. C'est le conseil ça, c'est la méthode que j'ai appliquée à moi-même et je vous le donne comme conseil. Visualisez à l'avance la façon dont vous allez gérer votre maternité. Moi, avant même que mon gamin accouche, je savais où j'allais le mettre, où il allait dormir, quelle étude il allait faire, comment j'allais gérer, mes finances, quel objet j'allais acheter ou pas. Tout était carré dans ma tête. Organisez-vous bien avant que l'enfant arrive. Organisez-vous, heu, au niveau non seulement de votre logement, organisez-vous financièrement et organisez-vous même en pensant à l'avenir. Dans quelle école vous allez le mettre? Est-ce que vous allez prendre une nounou ou pas? Est-ce que vous allez, le mettre à la crèche ou pas? Réfléchissez à tout ça. Parce qu'une fois que tout est bien organisé dans vos têtes, quand l'enfant est là, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en mode automatique. Vous savez exactement ce que vous allez faire, comment vous allez gérer et cetera. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça a marché pour moi. À ce moment-là et j'ai envie, forcément moi, enfin, tu arrives, tu as accouché, tu as envie qu'on te materne, tu as envie d'avoir, ta maman, tu as envie d'être et moi j'avais pas ça. Donc ce sentiment de solitude m'a très, très vite submergée. Ce sentiment de manque de ma mère, d'avoir besoin de tout ça et ça a été, je pense les premiers pas vers la dépression. Bah, en fait, ça a commencé, très vite, mais je me disais pas en dépression, je me disais que c'était la fatigue parce que je dormais pas, mon bébé ne dormait pas. Il faut savoir que dès les premiers temps, il ne dormait que sur moi ou quand il était sur moi debout, pas allongé. J'essayais plein de choses, enfin, il hurlait, 20 heures sur 24 quoi et puis c'était des hurlements que moi, en tant que mère, je sais que c'est pas des pleurs de bébé. C'est des hurlements, c'est des crises de douleur, personne ne m'écoutait, donc ça a été, vraiment une soupe de
dans le sens où, il y a pas grand-chose qu'elle est, quoi. Je sais pas, c'est bizarre, je pense que je suis quand même carrément sortie de mon corps, en fait. Alors, je sais pas comment elle sait faire la différence entre des pleurs de bébé et des cris de souffrance. Sauf si elle était en train de s'en prendre physiquement à son enfant. Je sais pas comment elle arrive à faire la différence, je à moins moi je pense que ça, c'est son imagination. Bref. Hem Par rapport à ce qu'elle dit là, le manque de sommeil. Moi, par exemple, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à gérer pendant, je réussissais à tout gérer sauf ça, le manque de sommeil. Vraiment, c'est très difficile parce que quand tu manques de sommeil, du coup, tu es très fatigué et du coup, quand tu es très fatigué comme ça, tu as du mal à prendre soin souvent, déjà de toi. Moi, je me rappelle que je pouvais même pas me laver tellement mon enfant, il dormait pas et que ça et également, la fatigue te rend, irritable. Voilà, donc je suis là pour proposer des solutions et pas seulement pour commenter. Solution par rapport à ça, pour contre le manque de sommeil, n'ayez pas honte de demander de l'aide à vos amis, de demander de l'aide à votre chéri si vous n'êtes pas mère célibataire, parce que un enfant, on le fait à 2. N'ayez pas honte de demander à votre voisine, quitte à la payer un petit quelque chose, de garder l'enfant 1 heure ou 2. N'ayez pas honte de faire appel à quelqu'un pour avoir 1 ou 2 heures de sommeil. Si vous avez votre maman, c'est encore mieux. N'ayez pas honte de demander à vos mamans, vos cousines, vos tantes, et cetera. Ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. Ça ne fait pas de vous une mauvaise mère que de confier votre enfant 1 heure ou 2 pour pouvoir récupérer le sommeil, parce que c'est salvateur. Vous avez besoin de sommeil, de repos pour être une bonne maman. Il y a des enfants qui ne dorment pas, qui font pas leur nuit. Moi, il n'a pas fait ses nuits. Pendant 4 ans, mon gamin n'a pas dormi. Il faisait même pas ses siestes en plus. Il faisait ni sieste, ni nuit. Voilà, donc n'ayez pas honte de demander de l'aide. C'est pas c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi et ça se faisait avant en France, heu, bien avant le féminisme, bien avant la modernisation, et cetera bien avant la modernisation de la maternité. On a voulu faire croire aux femmes qu'elles sont des robots, des machines qui peuvent tout faire, qui peuvent aller au travail, en même temps, travailler donc de 6 heures à 18 heures et en même temps s'occuper de leurs enfants, faire à manger, faire le ménage, s'occuper du mari, s'occuper d'elles-mêmes. C'était possible. Ça, ce sont des bullshit féministes et modernes, qui ne correspondent en rien à la réalité et qui te font croire que si tu es pas capable de gérer ta vie de femme, de mère, et de travailleuse et d'employée, tu es pas une bonne mère, tu es une femme, qui ne sert à rien et cetera. Avant, la modernité, en France et ça se fait maintenant, ça se fait toujours ici en Afrique, les mères qui venaient d'accoucher, elles étaient aidées par leur famille. L'enfant, c'était l'enfant du village, tout le monde s'en occupait. Ce qui fait que être mère en Afrique et être mère ici en Europe, où tu te retrouves toute seule entre tes 4 murs avec ton enfant, c'est pas la même chose et c'est ça qui font que beaucoup de femmes en Europe font des dépressions, ou des baby blues. C'est parce qu'elles se retrouvent seules entre 4 murs et souvent les hommes, ils assurent pas derrière. Ils se lèvent pas la nuit facilement les hommes. Même s'ils sont pleins de bonne volonté, ils ont du mal à se réveiller contrairement à nous. Parce que quand tu accouches, tu deviens le moindre bruit te réveille. Ça, enfin là, c'est quelque chose de magnifique, comment la nature, elle est faite. Tu as le sommeil, même si tu avais un sommeil très lourd avant, ton sommeil devient très léger. Tu es très alerte. Le moindre bruit te réveille. Mais les hommes, ils ont pas ça. Donc oui, voilà, c'est Et personne qui m'écoutait, qui me comprenait. Je voyais bien que mon bébé, ça allait pas. C'était très, très dur de le voir souffrir, de pas réussir à le calmer, puis beaucoup de culpabilité, beaucoup de manque. Puis et puis le manque de sommeil aussi, les pulsions phobiques, l'hypervigilance. Il faut savoir que tout le monde peut avoir des pulsions phobiques. Alors, en fait, en me renseignant sur le sujet, je me suis rendu compte que les pulsions phobiques, j'en ai toujours eu, dues à certains traumatismes, stress post-traumatique, ça peut être à des peurs, des angoisses, et cetera. C'est clairement prendre l'avion, avoir peur de l'avion et le voir se cracher. C'est parler à quelqu'un, que tu aimes pas, c'est être en je sais pas, il se passe quelque chose et c'est te voir en train de le ou en train d'avoir des trucs, voilà. Ça peut être aussi, te voir en train de faire l'amour avec la personne, c'est des pulsions et ça peut être aussi que des trucs complètement incontrôlés, c'est-à-dire des peurs, tes pires peurs qui peuvent arriver. Quand c'est arrivé avec mon enfant, où là, tu te vois, tu as des images qui te traversent l'esprit, en fait. C'est ça les pulsions phobiques, des images, c'est les pires craintes, les pires choses que tu as peur qui arrivent. Tu te vois en train de le
voilà, tu as peur de lui faire du mal, tu vois des images qui sont atroces et derrière tu culpabilises parce que tu dis: «Pourquoi je pense ça?» Dommage que, Chia soit en vacances. J'aurais tellement aimé qu'elle, intervienne sur ce live parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais c'est complètement des pensées parasites et c'est justement enfin, c'est pas parce que tu as ça qui te passe par la tête que tu en as envie ou que c'est une envie ou une pulsion refoulée. Au contraire, c'est le pire, la pire crainte qui ressort. Et voilà, ça n'a rien à voir avec des pulsions refoulées, quoi. Bon, moi, ça arrivait, par exemple, ça faisait, bah, comme très souvent, des heures que je le berçais, que ça se calmait pas et cetera et j'en pouvais plus. J'étais au bout. En fait, il faut savoir aussi, parce que j'ai été beaucoup critiquée parce que je me plaignais, mais il faut savoir que je ne laissais pas mon enfant pleurer tout seul. C'est-à-dire que je m'en occupais tout le temps. Je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à lâcher prise et en fait, Je pense qu'elle devait se mettre beaucoup de pression, comme beaucoup de femmes qui se disent que, il faut absolument que je sois à la hauteur, que je sois une mère parfaite et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à Instagram. Parce que sur Instagram, les daronnes, les filles, les influenceuses et tout ça là, ils ne publient que le positif. Ils ne vous publient jamais ce qui se passe en amont. Ils vous publient jamais le manque de sommeil, leurs yeux explosés parce que, elles ont pas dormi depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. Elles ne vous montrent jamais leur souffrance. Elles ne montrent que des photos instagrammables. Donc il y a beaucoup de femmes, quand elles sont matrixées par, la télé-réalité ou, les réseaux sociaux comme elles, les filles de TVR, elles se disent: «Mais pourquoi moi ça se passe pas comme ça? Pourquoi ça se passe pas comme sur Instagram? Pourquoi je suis pas la mère parfaite?» Il y a pas de perfection, surtout que chaque enfant est différent, en fait. Être maman, c'est dur, c'est pas Instagram. heureusement que j'en ai parlé sur les réseaux parce que j'ai des mamans et même des personnes que je connais, des mamans que je connais qui m'ont dit: «Mais c'est fou que tu parles de ça parce que j'ai vécu ça et j'avais l'impression d'être folle». Et tu as mis des mots sur ça. Ça venait à tout moment. Bah non, mais ça venait en fait, voilà, dès que je montais les escaliers, je le voyais tomber. Quand je marchais, j'avais peur de tomber avec lui. D'ailleurs, je suis tombée 2 fois avec lui et j'ai eu le réflexe de protéger sa tête. C'était une de mes pires craintes. Bah, voilà, bah, on appelle ça, la prophétie autoréalisatrice, hein. À force de psychoter sur un truc, te dire: «Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver», bah, ça finit par arriver. Comment tu peux tomber 2 fois 2 fois avec ton bébé? Je sais pas, c'est Maëva, elle devrait se faire aider. Elle aurait dû se faire aider avant d'avoir un enfant. Le bain, qui coule, de te voir, le serrer, trop fort, te voir le voilà, le repousser. Tu le changes, tu te dis: Est-ce que tu as une vision de enfin, quelque chose de malsain pensée horrible, malsaine qui te passe par l'esprit?» Tu fais tu là, enfin, ça te repousse quoi, c'est des trucs qui t'effraient, qui te mettent dans un état de stress et tu comprends pas et c'est très important d'aller se renseigner là-dessus parce que des gens culpabilisent pensant que, ça pourrait venir besoin, Bon, elle a bien fait de préciser qu'elle a des pulsions phobiques, c'est-à-dire qu'elle a, un problème, de santé mentale. Je vous rassure à toutes celles qui suivront ce live, qui sont, mamans, qui sont enceintes, non, ce n'est pas quelque chose de commun. Maëva, elle a quelque chose de particulier qui fait qu'elle a ce genre de pensée. Heu, le fait d'accoucher ne provoque pas automatiquement ce genre de comportement ou ce genre d'idées, sombres, je vous rassure. ça ne m'était pas vraiment enfin, non, je faisais la fière et puis, je me culpabilisais beaucoup. Je me disais, au fond de moi, c'est moi qui suis pas capable, qui suis pas une bonne personne, pas une bonne mère et cetera et j'en parlais pas non plus à Julien et en fait, bah, très vite, hein, j'ai commencé à des thérapies et c'est ma thérapeute qui m'a beaucoup aidée là-dessus et Elle aurait dû faire la thérapie avant. Voilà. après j'ai su en parler et quand j'en ai parlé, il m'a dit: «Bah oui, moi aussi ça m'arrive et tout, c'est horrible». Je dis: «Ah ouais, ça tu peur toi aussi?» ça moi je le voyais tellement fort, je me suis dit: «Non, il est imperméable quoi», alors que non, ça lui arrive aussi et ça lui a fait du bien d'en parler aussi. Quand tu as un manque d'éducation à ce niveau-là, bah, tu te dis que tout ce que tu ressens n'est pas normal. Tu te dis pas que ça arrive à tout le monde et que ça va passer et que tu peux, te faire aider, quoi. On nous dit pas tout ça. C'est chaud quand même. C'est pulsion fo Alors, il y a une chose, on appelle c'est pas des pulsions phobiques, mais il y a des fois où l'enfant, il crie tellement et toi, tu manques tellement de sommeil que des fois, le gamin, tu en as ras-le-bol, tu as envie de le foutre par la fenêtre. Ça peut arriver, par le manque de sommeil. Mais elle, Maëva, son niveau, c'est plus, 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 plus. On sent que c'est pas un truc occasionnel.
Ça a l'air d'être très, très perpétuel, donc très récurrent, pardon. Donc du coup, elle a expliqué qu'elle souffre de pulsions phobiques, mais c'est vrai que en dehors de, ce problème de santé mentale, on peut avoir des pensées, négatives, dire: «Ah j'en ai ras le bol, ah je regrette d'avoir fait cet enfant, ah qu'est-ce qui m'embête, oh là mais qui m'a envoyé?» parce qu'on est fatigué et parce qu'on est irritable. On est fatigué et irritable parce qu'on manque de sommeil. Ça, ce sont des choses, l'agacement, le ras-le-bol, sachez que toutes les mères le traversent et ça plusieurs fois dans la vie de l'enfant, OK? Donc ne culpabilisez pas par rapport à ça. Des fois, en avoir ras-le-bol du gamin, ça arrive à toutes les mères. Bien sûr, aucune ne le dit parce que: «Ah là là, ça se fait pas», parce qu'il y a une pression sociale sur la femme, mais je vous le dis clairement, moi, des fois, mon gamin, quand j'étais à bout, quand ça faisait 1 semaine, 2 semaines que je dormais plus, il faisait que crier et pleurer malgré tout ce que je faisais. Le pire, c'est qu'on te dit: «Il faut qu'il mange à telle heure, il faut lui changer les couches à telle heure, il est censé dormir à telle heure», sauf que ça se passe pas comme on vous le dit à la maternité. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie et tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais de mal?» Et l'enfant qui pleure, qui pleure, qui pleure et toi qui t'es pas lavé, au bout d'un moment, tu en as ras le bol. Tu dis: «Je vais prendre le ticket de caisse et je vais le retourner à l'envoyeur, OK? Je vais rendre le produit». C'est normal, ça, c'est la fatigue. Voilà. Phobiques, elles se sont très vite en allées à partir du moment déjà où j'ai su mettre, les mots dessus, où j'ai fait, j'en parlais à ma thérapeute, heu et c'est très vite parti. Donc je dis pas que ça m'arrive jamais, mais ça m'arrive aussi rarement qu'avant. Je pense qu'avec son enfant, on est en perpétuelle mise à jour. On est en perpétuel apprentissage. Je pense qu'en tant que mère, j'apprends beaucoup plus de enfin, c'est plus mon fils qui m'éduque qu'autre chose. C'est vraiment on apprend ensemble. Je pense que d'ailleurs quand on accouche, on est tous ensemble parce qu'une part de nous naît. Le papa, la maman, tout est déconstruit avant. Comment je me sens souvent perdue. Je me sens, comblée. Heu, j'ai l'impression que je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre vraiment, mon fils et en même temps, des fois, je me dis: «J'aimerais bien être tranquille». Et puis, c'est beaucoup d'ambivalence, c'est beaucoup Bah, vouloir être tranquille de temps en temps, ça aussi, une fois de plus, c'est naturel, c'est normal. Je veux dire, on au bout d'un moment, on donne on se sa enfin, quand une fois qu'on accouche, on devient juste des mamans et vous allez voir qu'arrivé à un moment donné, vous allez en avoir ras-le-bol d'être au bout de plusieurs années, hein, vous allez en avoir ras-le-bol de n'être que des mères. Vous allez avoir envie de retrouver votre féminité, votre vie de femme. Vous allez vous dire: «Mais oh, après tout, je suis pas qu'une mère, quoi, je suis aussi une femme». Donc voilà, c'est ça aussi, c'est naturel. de bonheur, c'est beaucoup de difficultés, en fait, je pense que c'est assez bateau, mais et puis, et c'est formidable, quoi. Enfin, c'est fou tout ce que peut t'apprendre un enfant. C'est fou, comme ça te renvoie à l'essentiel. Mais, je suis la plus heureuse d'être maman. J'ai un fils qui est formidable. Mais comme enfin, je parle comme toutes les mamans de toute façon, forcément, mais voilà. Et avec, ton compagnon, vous avez réussi à vous retrouver? Oui, ça va mieux. Bah, en fait, on est passé par beaucoup d'étapes. Avant, on se parlait pas. Pendant un an, ça a été compliqué. Puis après, on se parlait. Puis après, franchement, on est passé par des étapes de fou, super conflictuelles et cetera. Et aujourd'hui, il y a encore des choses à rattraper. Puis on est des personnes différentes. On n'est pas les mêmes personnes, qu'avant l'enfant. Donc ouais, certes, on s'est aimé d'un certain amour avant et en fait, après, on est 2 personnes différentes qui ont plus les mêmes attentes. On est aussi des parents. On s'apprend en fait, tout change. Il faut vraiment faire preuve de résilience par rapport à ça. Il faut vraiment, tout donner. Enfin, en tout cas, on essaie vraiment de tout donner, de tout tester pour essayer de à nouveau parler le même langage parce qu'on ne parle plus le même langage. Ça a posé beaucoup de problèmes, il y a plein de conséquences de plein de trucs, en fait, donc c'est vraiment pas facile, alors on essaye encore. Ah bah, Alors, oui, il y a des psychologues et des conseillers conjugaux qui disent souvent que l'arrivée d'un enfant, ça peut être 2 choses. Soit ça unit un couple comme never, soit ça le brise. En tout cas, quoi qu'il en soit, la venue d'un enfant dans un couple change énormément de choses. Ça peut être dans le positif comme ça peut être dans le négatif. S'il y a pas de dialogue, s'il y a pas de concessions faites d'un côté ou de l'autre, s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas comment dire ça? Beaucoup d'amour et surtout la volonté de préserver sa relation des 2 côtés, ça peut briser, ça peut casser carrément, un mariage, hein, un enfant, hein.
Alors le sujet d'un deuxième enfant, évidemment qu'il est arrivé sur la toile, hein, avec, mon mari, mais on est tous les 2 d'accord, sur le fait qu'on ne se sent pas capable. Ça a eu beaucoup trop de conséquences, on essaie déjà enfin, j'avoue que il y a des couples comme ça, même si ça sent le roussi dans le couple, même si c'est dur au niveau de la maternité, de la paternité et cetera, ils arrivent à refaire. Moi, j'ai besoin de trouver une certaine paix, lui aussi, hein. J'ai besoin d'être bien là. Je peux pas me ref non, 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 non. Ça va pas me combler, ça va nous détruire si on fait ça. Déjà qu'on est, c'est difficile, mais si on fait ça, c'est fini. Pour moi, c'est important de parler de la maternité parce qu'il y a beaucoup trop de tabous et il y a beaucoup de manque d'informations. Il y a des choses qui doivent changer au niveau, officiellement au niveau de l'État, au niveau de la santé et cetera. Il y a vraiment des sur plein d'axes, hein, sur, beaucoup d'axes, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Le monde change, le peuple change, la parentalité change, les rôles de papa et maman évoluent et cetera, mais l'État n'évolue pas, les lois n'évoluent pas. Donc déjà ça, faut en parler, faut vraiment faire bouger les choses à ce niveau-là. Ensuite, je pense que, moi, c'est pas normal que j'ai tout appris sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Je le fais parce que, bon, bah, même si je me prends des critiques, parce qu'il y a des gens, des femmes, qui vont pas supporter, qui vont me critiquer parce que je peux me plaindre sur certaines choses, parce que enfin, je peux avoir l'air plaignante sur certaines choses, parce que je dis les choses, parce que je ne vais pas parler que du bonheur. On le connaît, le bonheur, on le sait à quel point il est immense, à quel point même ce qu'on ne sait pas, c'est le reste, c'est ce qu'il y a derrière la porte. Je me fais, critiquer parce que, voilà, parce que j'ai parlé de pulsions phobiques, j'ai parlé de choses qui peuvent heurter, alors qu'en fait, et les gens qui manquent d'éducation, d'information vont dire: «Ah, tu vois, c'est ce que tu veux, tu vois comme tu es mauvaise, comme tu es une mauvaise mère». Non, attendez, je vous informe, les gars. Ça me rappelle un truc, vous savez, quand tu deviens mère, tu as pas le choix. Tu te dois pour la société et la famille et les hommes, parce qu'ils savent pas ce que c'est que d'accoucher, hein, et c'est eux moi, ce qui me fait rire dans la société, c'est que ce sont les hommes qui s'expriment le plus au sujet de la maternité, alors ils porteront jamais d'enfants. Ils sauront jamais ce que c'est que d'élever des enfants que tu as portés et cetera. La société te dit: «Maintenant tu es mère, tu as un enfant, tu dois être heureuse. Tu dois être comblée. Tu dois être satisfaite». C'est une injonction sociale, hein. Donc les moments où tu es triste, où tu en as ras-le-bol, où tu es fatiguée, tu culpabilises. Tu te dis: «Je suis pas une bonne mère», alors que tu es une bonne mère. Tu es une mère qui est aimante, tu aimes ton enfant, hein. Mais tu es juste fatiguée, tu en as ras-le-bol. Tu as besoin d'aide. Mais non, la société te dit et les hommes et ta famille, tu te dois d'être heureuse et ça en permanence. Franchement, il faut avoir la chance de tomber, comme ça a été mon cas, sur des tatas ou en fait, une figure maternelle, une figure féminine qui a déjà accouché et qui est compréhensive. Ça fait tellement de bien de se faire entendre et comprendre par une femme qui, elle aussi, a accouché. Tu te sens moins seule et ça contribue beaucoup enfin psychologiquement, ça fait beaucoup de bien. Ça contribue à l'apaisement psychologique, hein. D'être entendue. Pas besoin forcément de le crier sur les toits ou d'en parler à tout le monde. Elle, bon, elle est influenceuse, donc elle se sert de sa notoriété pour parler de ça, c'est très bien. Ça a dû aider beaucoup de femmes, mais une confidente suffit largement, hein. On ne peut pas être une mère, se sentir désemparée, se sentir coupable alors que tout ce qu'on vit, c'est normal. C'est des phases. Alors autant quand on me critique sur des choses et cetera, c'est bon, des fois ça me passe au-dessus, souvent même. Mais toutes les critiques que j'ai eues par rapport à la maternité, à mon bébé, à mes choix, à mon rôle de mère, ça a été horrible parce qu'en fait, ce que les gens pensent, c'est que tu te crois peut-être au-dessus parce que tu fais des interviews, parce que tu es connue et cetera. Sauf que, enfin, derrière ça, ta vie, elle est complètement normale. Tu vis la maternité comme tout le monde, même dans la case des maternités difficiles et que toi-même, déjà, tu t'autoflagelles, toi-même, tu te culpabilises, toi-même, tu peux être dans une dépression parfois qui est très sévère et quand Surtout si tu es une consommatrice de farine. Ça arrange pas les choses. tu dis ça, les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir. C'est horrible et d'ailleurs là, aujourd'hui, j'en parle, avec vous, je reprends un risque, mais ça fait un moment que je ne parle plus de maternité. J'ai enlevé beaucoup de photos de mon enfant. Je montre plus, mon quotidien, de famille. J'ai vécu aussi d'autres choses en rapport avec ça, un harcèlement et cetera. Ça m'a clairement massacrée, hein. En fait, j'ai fait une interview avec
Très bonne initiative, d'arrêter d'afficher ses enfants sur les réseaux et l'intimité de sa vie, parce que tu seras toujours jugé et encore plus sévèrement si tu es connu. Donc et en plus, c'est pas ça seulement, tes enfants aussi seront jugés. Donc si tu veux pas que tes enfants, soient jugés et que ton rôle de mère ou que, tes décisions soient jugées parce que ça fait mal, faut pas se mentir, ça fait très mal, et ben, ne les affiche pas. Voilà. Et dans l'interview, il me pose une question sur une maman qui était tellement désespérée avec sa fille qui faisait une crise, mais une crise monumentale, hein, the crise. Voilà, elle a eu, et puis elle était assez grande et elle a fini par la mettre sous la douche. Alors, douche froide, c'était pas une douche chaude, elle a pas mis la température, c'était pas une douche froide non plus, c'était une douche, tu vois. Et en fait, bah, quand on m'a posé la question, ce que j'ai répondu en tant que mère, en tant que femme qui soutient. Et ce que j'ai dit, c'était que je pouvais comprendre euh, qu'on puisse en arriver là, dans un élan de désespoir, après avoir tout essayé, parce que c'est faut reprendre tous les éléments, mais il y a toute une situation. Bien sûr que c'est pas une maman impulsive. Il y a eu un geste de, voilà, de désespoir et aussi de vouloir protéger sa fille, de la calmer coûte que coûte, parce que ça allait trop loin. Et que je comprenais parce que moi-même, lorsque j'ai des crises d'angoisse ou que je faisais des crises de colère, la seule chose qui me calmait, c'est d'aller sous la douche. Pas une douche très chaude, pas une douche froide, une douche tiède. Et ça me calme. Et c'est que ça calme. C'est une étude faite par les scientifiques, je vais l'apprendre à personne, ça calme. Alors bien sûr que mettre un enfant ou un adulte sous une douche glacée comme ça, on risque tous le risque d'hypothermie, c'est comme ça qu'on dit. Bien sûr que là, c'est de la c'est malsain, c'est pas bien, faut surtout pas faire ça. Là, il n'était pas question de ça. Aussi, autre chose que j'ai dit, c'est qu'on m'a demandé pour ou contre les fessées, donc j'ai dit contre, mais qu'effectivement, bah, des fois, Je ne ferai absolument attends. après, pareil, avoir tout tenté, etc., bah, il peut arriver que tu mettes une claquette pour vexer, parce que tu n'en peux plus et que tu sais plus quoi faire. Et ça arrive. Je ne ferai pas de commentaires sur ça parce qu'ici on est en France. Comme on dit chez nous, on est chez le pays des blancs. Cette histoire de fessée, de vouloir interdire la fessée, d'envoyer des parents en prison ou leur retirer la garde pour des histoires de fessée, et je parle pas de maltraitants, je parle de fessée, OK? C Les femmes ont milité pour ça. Faut les voir sur les réseaux sociaux en train de dire: «Ah non, c'est de la maltraitance. Comment on peut faire ça? La communication, ça suffit. Il y a pas besoin d'en arriver là avec un enfant». Moi, mes parents. Premièrement, j'aimerais bien avoir l'opinion de tes parents, parce que tu parles en leur nom là, j'aimerais bien savoir avoir leur version des faits, déjà, premièrement. Deuxièmement, il y a des fois, il y a des enfants, ils sont tellement têtus que parler, la communication là, ça marche pas. Et comment tu veux communiquer avec un enfant qui comprend même pas ce que tu es en train de lui dire, ou du moins qui fait semblant de pas comprendre? Vous savez, les méthodes diplomatiques de l'ONU avec des enfants, des fois, ça fonctionne pas. Certains enfants, l'ONU, ça marche sur eux. Tu as d'autres enfants, l'ONU, ça marche pas sur eux. Mais comme certains veulent jouer les parents modernes, et cetera, ils se retrouvent très vite dépassés. Parce que l'ONU a échoué et comme: «Ah non, nous, on n'est pas des sauvages d'Africains, nous, on lève pas nos mains sur nos enfants, nous, on est un peuple civilisé», bah, très bien, allons-y alors gaiement dans votre civilisation et puis on verra où ça va vous amener. On sait où ça mène. Ça mène à des enfants qui, eux, ne se gênent même pas pour mettre des fessées, des torgnoles à leurs propres parents. Parenthèse fermée, j'en dirai pas plus. Je suis quelqu'un de soutenante, je vais quand même pas dire d'une maman, d'une collègue, candidate de télé, qu'elle a été vraiment horrible, que je sais pas quoi, mais non, pas du tout, ça a pas été le cas, elle a pas été horrible. C'est Mais parce que tu as pas envie de subir la même chose. Tu prêches pour ta paroisse. Qui va marquer un but contre son camp? Je sais pas. une très bonne mère. C'est une mère très patiente, alors j'imagine même pas à quel point elle devait être à bout, et puis des fois, en fait, à un moment donné, c'est aussi enfin, tu vas pas taper ton enfant, tu vas pas le punir dans sa chambre. Qu'est-ce que tu veux faire quand quand l'enfant se met en danger et que tu peux même pas le laisser tout seul? Enfin, mais je sais pas, les gens sont pas très intelligents des fois. Et en fait, il y a une dame, Marion Kuerk, qui est en Suède, qui est connue sur les réseaux sociaux pour ce qu'elle fait par rapport aux enfants, qui je crois a écrit des livres, qui a repris en fait, des passages de la vidéo de Samzira, de manière à ce qu'on entende que je suis pour la douche froide,
pour la fesser. Et donc, elle reprend des tout petits bouts de phrases. Elle dit, ça laisse entendre que même je fais ça et je cautionne ça pour mon enfant, alors que j'ai dit que je l'avais fait pour moi. Elle m'a laminée. J'ai commencé à être. Je ne savais pas d'où ça venait. Donc, je l'ai trouvée. Je lui ai envoyé un message en lui disant je comprends, c'est un beau combat que tu mènes, c'est très important. Tu aurais pu effectivement te servir de la vidéo pour donner un bon conseil. Sauf que là, en fait, tu es en train de faire de la diffamation parce que tu as très clairement coupé la vidéo de manière à ce qu'on puisse laisser entendre que je suis une mère, que je prône la infantile. Ça allait très loin. Et de ce fait, Ah bah oui, la déformation de parole des gens pour faire le buzz, j'en ai fait les frais, hein. Bienvenue au club. il y a Andrea Bescon, qui est une femme très connue, une réalisatrice de films, une co-réalisatrice. Elle a écrit, elle a écrit plusieurs livres, etc. Enfin, voilà, son mari est un réalisateur, elle est connue dans le monde du cinéma. Elle est combattante, militante féministe sur le droit des enfants, sur etc. Donc c'est quand même une femme qui est connue pour ses combats qui sont importants, qui sont des beaux combats, qui sont des combats que je soutiens à fond. Et c'est une personne qui a une voix, qui a une crédibilité, tout comme la petite Marion Cuerck. Hein, voilà, ces deux visages, on leur donne le bon du sang. Ah mais faut arrêter avec vos histoires de féministes. Le féminisme, c'est un business comme un autre. Ces filles-là, la plupart d'entre elles, elles pensent même pas ce qu'elles disent. Elles pratiquent le «fais ce que je te dis et pas ce que je fais». Elles vous disent à vous, de, faire ceci, faire cela et elles dans leur couple, c'est des carpettes. On les connaît les féministes. Arrêtez aussi d'écouter ça et elle, Maëva, elle est trop dans ces bails-là. Elle est trop à fond dans ces bails-là de féminisme, machin. Là, elle se fait matrixer par ces nanas-là. Ce sont des nanas qui, la plupart d'entre elles, ont des vies amoureuses pourries, qui se font malmener par leur mari, mais qui viennent dire aux autres femmes qu'en mode elles doivent gérer leur couple, défier leur mari sur tel ou tel sujet, leur tenir tête, alors qu'elles-mêmes, elles en sont incapables. Il y a pas plus hypocrite que les féministes. Même les soi-disant figures de proue qu'on utilise, qu'on brandit, étaient contre le féminisme elles-mêmes. Faut arrêter avec ça aussi. Cette personne-là, C'est le féminisme qui vous a eu et qui fait que Maëva se retrouve dans cette situation, hein. repris la vidéo et sans même savoir qui je suis ni quoi que ce soit, sans même avoir regardé l'interview en entier, elle m'a menacée, enfin, elle a été menaçante, elle en a redit une couche, elle m'a insultée de folle, elle a dit non mais parce que elle apparemment c'est une personne qui a été, elle a dit qu'il fallait que j'aille voir un psy, sachant que je vois depuis 3 ans, 2 ans et demi maintenant, une thérapeute, un psychiatre, que justement pour être la meilleure mère possible, pour casser le schéma familial, etc., pour réparer 20 ans de que j'ai subi, pour réparer tout, je fais ça, je donne tout. Alors quand on entend ça, t'es folle, comme si je me sentais pas déjà assez minable parfois, c'est horrible. En plus de Ah, bienvenue dans le monde réel, ma chérie. Bienvenue dans le monde réel. J'espère que ça va lui ouvrir les yeux sur cette histoire de féminisme et qu'elle va comprendre que ça, ce sont juste des bullshit. Le féminisme, c'est un business comme un autre. C'est un créneau comme un autre. Voilà, il y a des influenceuses, qui ont leur créneau, c'est, la cuisine. D'autres, leur créneau, c'est leur vie de famille. D'autres, leur créneau, je sais pas moi, c'est leur art quand elles ont du talent. D'autres, c'est la musique. Et ben, les féministes, bah, c'est leur créneau, c'est le féminisme parce que voilà, elles savent qu'il y a du beurre à se faire, qu'il y aura toujours des femmes naïves comme Maëva pour écouter leurs bêtises. Voilà, c'est tout. Enfin, j'espère qu'au moins maintenant, elle va ouvrir les yeux sur, toute cette histoire de lobby féministe et qu'elle va redescendre sur terre. ça, je venais d'être enceinte, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. C'était un accident. Et pendant le 2e jour, j'ai fait une fausse couche. Je me faisais harceler, insulter, mais partout, 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 partout. Ça a été repris, ça a eu des conséquences monstrueuses. Je suis retombée en dépression. Je pouvais plus allumer les réseaux sociaux, j'arrivais plus à faire mes placements, j'ai tout arrêté. J'ai fait une pause, hein. Là, l'été, il a été très dur pour moi. J'ai porté plainte, mais je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Et en plus, cette Andrea Bescon, elle a déjà eu une plainte justement sur un sportif qu'elle a accusé sur sa petite fille, ce qui est complètement faux. Donc, ça a été au tribunal, elle a été jugée, elle a eu une amende, parce que du coup, on a donné raison à ce pauvre père qui a été accusé, mais en plus juste via les stories, hein. Elle a conclu que en fait, je pense que c'est une personne qui est partie, mais qui est traumatisée par ces trucs
et qui doit voir et entendre des choses horribles parce que c'est dans ses trucs, enfin, c'est dans son combat. Et du coup, je pense qu'elle est, elle est partie en cacahuète, quoi. Elle est sur une autre worse. Mais en fait, il y a beaucoup de ces influenceuses féministes qui sont désaxées. Ce sont des femmes qui ont un sacré passif. La plupart sont complètement déconnectées du réel. Ce sont des femmes désaxées. Et toi, tu t'en vas suivre et écouter. En plus, tu dis, oui, elle est éminente, elle connaît bien son métier, genre, c'est une référence. Hein. Non, non. La plupart de ces féministes-là ont des problèmes à régler déjà chez elles-mêmes avant de vouloir régler ça chez les autres. Donc, moi, ça ne m'étonne pas ce qu'elle est en train de dire. Et aucune des deux ne m'a répondu ni par commentaire. J'ai dit que j'allais porter plainte. J'ai été gentille, je suis passée partout, j'ai laissé plusieurs messages. Un mot à dire, moi, je pense que j'ai réussi à réparer pas mal de choses avec ma thérapeute. Il faut aussi vraiment se renseigner sur toutes les aides qui sont possibles et inimaginables. Je ne savais pas qu'une doula, ça existait, mais une doula, c'est la sage-femme de la maman. Une doula, elle est là pour materner la maman. C'est te faire confiance en tant que mère. Faut vraiment mettre son ego de côté, son orgueil et arrêter de culpabiliser. C'est facile à dire comme ça. Voilà, c'est vraiment de se faire confiance et de ne pas écouter l'entourage, famille, etc. C'est aller voir des professionnels parce que tout le monde a la réponse à tout, mais tout le monde est professionnel de rien. Et la maman sait tout. La maman ressent tout. Et voilà, si elles préfèrent se taire parce qu'au niveau de la famille et des amis, elles n'ont pas le soutien qu'il faudrait, qu'elles aillent vers l'extérieur. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'elle dit là à la fin. Faites-vous confiance en tant que maman. Okay? N'ayez pas honte de demander de l'aide. Demandez pas de l'aide à n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'avoir la validation et l'opinion de tout le monde. Il vous suffit de trouver une confidente, une figure maternelle qui est compréhensive et qui n'est pas dans le jugement pour aller mieux. Et si vous ne trouvez pas ça, effectivement, faire appel à des psychologues parce que le fait de faire appel à une personne qui est extérieure, qui est neutre, qui n'est pas un membre de la famille, des fois, ça peut être préférable parce qu'il y a des familles qui ne sont pas forcément très aidantes et qui sont très dans le jugement. Le conjoint, il peut énormément aider, mais il y a des choses qu'il ne pourra jamais comprendre parce qu'un homme ne portera jamais un enfant. Donc, il peut être là, mais il y a des choses qui vont le dépasser. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Autre chose que je voulais dire par rapport à ce qu'elle vient de dire, il faut que ça me revienne. Ah oui, quand tu as dit: «Faites-vous confiance», c'est vrai. Les gens vont vous dire des tas de choses, mais écoutez la petite voix qui est en vous. Moi, je me rappelle une fois, il y avait une kiné, je lui ai dit: «C'est pas normal, j'ai l'impression que mon bébé, il a un souci parce que quand je lui donne le sein, il aspire pas comme avant» et elle m'avait dit: «Non, mais c'est rien, c'est juste peut-être, qu'il a une obstruction au niveau du nez, mettez-lui juste du sérum physiologique, ça va passer». Mais moi, mon instinct de mère me disait: «Non, mon enfant, il a un problème». Et du coup, je suis allée, c'était le soir, il était 20h. Je suis allée à pied dans une ville que je connaissais pas du tout, hein, c'était pas ma ville, hein. J'ai demandé à la kiné où se trouvait l'hôpital le plus proche, pour les mamans. Elle m'a donné le nom. Je suis allée à pied dans une ville que je connaissais pas en plein hiver, avec mon enfant dans les bras parce que mon instinct de mère m'a dit: «Non, l'enfant a un problème» et il se trouve qu'arrivé là-bas, il a été hospitalisé. Si j'avais écouté, la kiné, peut-être que mon enfant serait plus de ce monde. Parce qu'il n'arrivait plus à se nourrir. Mais on me disait: «Non, c'est rien, c'est normal». Donc même les pros, des fois, les écoutez pas. Écoutez-vous, vous, en tant que mère. Il y a pas mieux et plus fiable que l'instinct maternel. OK? Voilà. C'est tout pour moi, cette histoire. Maintenant, on va passer à l'affaire, l'autre là, de comment elle s'appelle? De Carla Talop. Et tout de suite après le jingle, c'est parti.